Donc Mireille et moi de l'IRD, Jean-Michel de l'Université de Lille et associé à l'IRD. Donc on travaille depuis plus de 25 ans sur Madagascar. On est, Mireille et moi, économistes et statisticiens, Jean-Michel est sociologue. Et il y a 8 ans, on a démarré un projet, après avoir travaillé dans différents domaines, de l'économie essentiellement, mais pas que, pour essayer de comprendre la trajectoire de Madagascar. Donc en 2010, on a démarré cette réflexion, et cette réflexion qui est en train d'aboutir aujourd'hui à travers un projet qu'on appelle le Quatuor de la Grande Île. Donc pour ceux qui auraient lu le Quatuor d'Alexandrie, qui parle d'Alexandrie, nous on a transformé Alexandrie par Madagascar, et puis ça parle d'amour, et nous on parle de crise, donc vous voyez on est sur le même tempo, un peu décliné. Donc ces 4 ouvrages, on en a déjà rédigé 3. Donc un premier qui est sorti en 2014, qui est un numéro spécial d'une revue qui s'appelle Afrique contemporaine, où on a fait un dossier qui s'appelait Madagascar, anatomie d'un état de crise. Ensuite, un livre qui est un peu l'épine dorsale de nos réflexions et qui va être le cœur de notre présentation aujourd'hui, qui s'appelle L'énigme et le paradoxe, économie politique de Madagascar. Et puis un ouvrage collectif qui est sorti il y a 10 jours, qui s'appelle Madagascar, d'une crise à l'autre, rupture et continuité. Voilà, donc 3 ouvrages, et il en reste un sur lequel on est, qui va parler d'élite, qui va parler du rapport entre le pouvoir et les citoyens, qui est, voilà, dont la relation est peut-être une des clés de la spécificité de Madagascar. Donc je disais qu'on était heureux de vous présenter les ouvrages. On est d'autant plus heureux qu'on revient de Madagascar et de la Réunion, où le nouvel ouvrage qui a été publié il y a 10 jours, il a eu l'immense honneur d'être censuré, en tout cas sa présentation, censuré par le ministre de la Recherche malgache, et on nous a dit probablement plus haut que ce ministre, et donc finalement on n'a pas pu le présenter dans le cadre des cérémonies officielles des 70 ans de l'IRD à Madagascar. Et donc on l'a présenté quand même 3 fois malgré tout, à la demande de nos partenaires malgaches, dans différentes institutions, l'Institut d'études politiques, l'École nationale d'administration, etc. Dans le cadre de Montpellier, le centre de documentation ici, avec un engagement vers le sud, fait qu'il y a eu un peu une conjonction d'intérêt pour faire cette séance aujourd'hui, d'autant plus que parmi les élites potentielles de Madagascar, auxquelles on ne s'est pas intéressé jusque-là, mais qu'on a commencé à explorer depuis à peu près 1 an, il y a la diaspora malgache. Et cette diaspora malgache, personne n'en a jamais entendu parler. Les gens qui s'y intéressent, peu d'études, et on a utilisé les données existantes, en particulier les données françaises du recensement, et là on a découvert des choses un peu extraordinaires. Donc un scoop qui est que la première diaspora d'Afrique subsaharienne en France, c'est pas les Maliens, c'est pas les Ivoiriens, c'est pas les Camerounais, c'est pas les Congolais, c'est pas les Sénégalais, c'est les Malgaches. Et personne ne le sait, ni les spécialistes de Madagascar, ni les spécialistes de la migration. Et donc on a intitulé notre étude « La communauté invisible ». Et donc dans cette communauté invisible, maintenant la suite de notre travail qui nous permet de savoir quelles sont les caractéristiques de cette diaspora, on n'a aucune information sur le lien de cette diaspora avec le pays d'origine, Madagascar, puisqu'il s'agit de sources françaises et internationales. Et donc l'idée, c'est de mener des enquêtes en association avec cette diaspora, avec tout le flou autour de la diaspora, 2 enquêtes. Une première enquête sur les associations diasporiques, où on n'a qu'à dire les associations qui travaillent à Madagascar,
Et donc typiquement, c'est des associations qui ont été repérées. Je crois qu'une liste d'une dizaine d'associations ont été trouvées. Il n'y a pas de liste. On a constitué à partir du journal officiel une liste plus exhaustive. Il y en a probablement beaucoup plus, les gens ne se connaissent pas. Et donc il y a l'idée un peu de mobiliser potentiellement cette diaspora, donc les associations, et puis aussi des enquêtes sur la diaspora malgache en tant que telle, individuellement, pour savoir quels liens ils entretiennent avec le pays d'origine. Et donc on va lancer ces enquêtes, et c'est un peu une occasion de se rencontrer, de se mobiliser, avec l'idée peut-être un peu, d'ailleurs comme cette séance, de sciences participatives. Donc voilà pour l'introduction générale. On va faire notre présentation à 3 voix. Je vais commencer par vous présenter un peu l'équation, on appelait ça le mystère malgache, comment on est entré dans la question de Madagascar. Et je vais essayer d'expliquer ça sans y parvenir, probablement. Ensuite, Jean-Michel va vous présenter comment Madagascar fonctionne, ou plutôt comment Madagascar dysfonctionne. Et puis enfin, Mireille va vous brosser un peu des perspectives qui vont résonner en écho avec la crise en cours, mais qui va aller au-delà. La façon d'entrer dans la question malgache, on a appelé ça le mystère malgache. Donc le mystère, on y met quelque chose de très précis derrière, constitué à la fois d'une énigme d'un côté et d'un paradoxe de l'autre. L'énigme, c'est le fait que depuis l'indépendance, avant on n'a pas de chiffres homogènes qui nous permettraient de dire ce qui s'est passé, en termes de croissance et indirectement de développement, Madagascar ne cesse de régresser. C'est le seul pays qui, en temps de paix, a connu une évolution, le seul pays au monde, a connu une évolution de ce style. Madagascar diverge, et vous le voyez sur la courbe de droite, en bleu, c'est les meilleurs performeurs d'Asie du Sud-Est, donc bien sûr, Madagascar diverge du Vietnam, de la Thaïlande et tout ça, mais Madagascar diverge également de l'Afrique continentale. L'Afrique, qui n'a pas été d'une grande performance au cours des 50 ou 60 dernières années, malgré tout a connu la croissance. Elle a vu son niveau de vie par tête augmenter de 2,5 fois, alors que Madagascar, le pouvoir d'achat de la population a été divisé par 2, c'est-à-dire que les enfants de leurs parents ou de leurs grands-parents d'il y a 50 ans vivent avec 2 fois moins que ce qu'ils avaient à l'indépendance. Donc ça, c'est une énigme, il va falloir essayer de s'expliquer. Le paradoxe, c'est Madagascar a quand même, dans cette longue descente aux enfers, connu des phases de croissance. Il y en a eu à plusieurs reprises, 3, 4, 5 ans, là vous le voyez, en 72, en 91, 2001, 2002, 2009, 2018, point d'interrogation. Mais systématiquement, après 4-5 ans, il y a eu une crise politique qui a fait effondrer cette période faste. Donc un paradoxe, parce que a priori on se dit, vu les situations à Madagascar, cette période de croissance devrait entraîner un cercle vertueux et enfin Madagascar se relever. En fait, Madagascar chute, ne cesse de chuter avec des rebonds doucement au ralenti, sans que personne s'en inquiète, mais les gens meurent et c'est un véritable paradoxe qu'on a cherché à expliquer. Alors voilà, c'est à partir de là qu'on va réfléchir et qu'on va se poser des questions. Je voudrais faire quand même 2 petits points de méthode, puisqu'ici on va aller très vite sur la démonstration. La première, c'est l'idée d'approche scientifique comparée aux approches citoyennes. Donc vous êtes tous des citoyens, vous êtes là, vous vous intéressez à Madagascar, et probablement la plupart d'entre vous, sinon tous, ont leur petite idée sur pourquoi Madagascar dysfonctionne. L'avantage du scientifique qui travaille sur, je sais pas moi, la fissure nucléaire, c'est que le citoyen ordinaire n'a pas trop de choses à dire. Nous, en sciences sociales, on est confrontés avec le fait que tout le monde discute et a son interprétation des phénomènes qu'on est censé expliquer scientifiquement. Et donc on est confrontés et voilà, tout le monde a son mot à dire, tout le monde dit son mot, mais toutes les approches ne se valent pas. Et donc l'approche qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une approche scientifique, c'est-à-dire que quasiment toutes les phrases qu'on va présenter ici, toutes les idées ont été validées
dans une démarche scientifique, donc de sciences sociales, souvent par des chiffres, mais pas que. Et donc, c'est pas pareil que d'avoir son opinion. Moi, je pense que, je suis persuadé que, donc on n'est pas dans la croyance, on n'est pas dans l'essai, on est dans la démonstration. Alors, est-ce à dire que notre parole vaut plus que la vôtre? Je sais qu'il y a aussi pas mal de scientifiques dans la salle, donc que les citoyens ordinaires, que nous sommes aussi, ou éclairés, non. L'idée, c'est on essaye d'établir les faits en tant que scientifique, d'avoir des preuves un peu des choses qu'on avance, et ensuite, à partir de ces faits, ça ne ferme pas le débat, ça l'ouvre au contraire. Sauf qu'à la place de discuter sur des rumeurs, parce que quand il n'y a pas les analyses scientifiques, et Madagascar est un exemple, mais pas le seul, c'est la rumeur qui court. Le président a rencontré le Premier ministre qui a dit que la crise allait augmenter, mais il a dit que son chauffeur allait mieux, donc la situation est meilleure. C'est comme ça que ça marche quand il n'y a pas d'analyse scientifique. Et donc, on établit les faits, et ensuite, après, c'est le débat démocratique. Chacun se fait son opinion, vote pour qui il veut et décide de ses choix. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de la représentativité et donc la magie de la loi des grands nombres. Très souvent, quand on va à Madagascar, en particulier nous, Jean-Michel et moi, les Vasa, les Blancs, vous nous racontez comment Madagascar dysfonctionne ou fonctionne, vous venez là en mission, bon c'est pas tout à fait mon cas, j'ai vécu 5 ans à Madagascar, j'y retourne très régulièrement, mais de toute manière beaucoup moins que quelqu'un qui y est en permanence. En quoi vous êtes légitime pour nous parler de ce pays où vous faites que passer et peut-être que vous voyez que la surface des choses? Et donc c'est là où notre instrumentation, les outils du scientifique et en particulier les enquêtes statistiques nous sont particulièrement utiles. Donc des enquêtes statistiques, que dit la loi des grands nombres? La loi des grands nombres dit, si je veux parler des 25 millions de Malgaches, il suffit que je tire aléatoirement une partie de cette population, 1000, dans notre cas c'est plutôt 10 000 ou 20 000, répartis sur tout le territoire, et je pourrais dire des choses que l'expérience individuelle ne permettra jamais d'obtenir. Vous avez beau avoir le plus grand capital social, 10 amis, 20 amis, 100 amis, 1000 amis, voire 10 000, vous ne pourrez pas parler de ceux qui sont tout en haut, de ceux qui sont tout en bas, de ceux qui sont au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, les femmes, les diplômés, les non-diplômés, etc. Donc ces enquêtes statistiques, c'est un formidable instrument de connaissance, souvent peu développé dans les pays en développement. D'autre part, ces enquêtes ont deux autres qualités. Elles relaient la voix de ceux qui ne s'expriment pas, éventuellement lors des élections. Mais à Madagascar, il manque 3 millions d'électeurs, et puis en plus, les choix ne nous disent pas grand-chose de ce que pensent les gens. Donc elles relaient la voix de tous les citoyens, ou toutes sortes de citoyens. Et enfin, elles constituent un instrument potentiel de dialogue, de politique particulièrement intéressant. Alors, on a mené donc plein d'enquêtes. De toutes sortes. Au départ, on était économistes, donc on a fait des enquêtes sur différentes thématiques, l'économie informelle, le marché du travail, la santé, l'éducation. Rapidement, on est passé sur du sociopolitique. On s'est rendu compte qu'il était impossible de raconter l'histoire de Madagascar sans mêler les approches économiques et politiques ou sociologiques. D'autre part, ces enquêtes qu'on a souvent commencées à Madagascar, elles se sont ensuite diffusées dans d'autres pays, en particulier en Afrique, mais pas seulement, également en Amérique latine et en Asie. Et donc, on a une perspective comparative qui nous permet de mettre en regard Madagascar avec d'autres pays. Et puis, un petit bijou, là, qui est une enquête représentative sur les élites à Madagascar, qui feront l'objet du dernier ouvrage, et qui sont exploités dans déjà un début d'exploitation dans cet ouvrage, dans lequel on a enquêté plus de 1000 personnes, tout en haut de la hiérarchie. C'est un peu comme si on avait enquêté Sarkozy, Bolloré, Monseigneur Barbarin, le général, je ne connais pas de général français, mais enfin voilà, un général au top niveau, etc. Donc ça, c'est pour les enquêtes. On a, le plus possible, également complété nos approches par des approches qualitatives, des entretiens. Madagascar est le pays unique au monde qui régresse en temps de paix. Et donc, comme ce pays a une trajectoire unique, il faut que les causes de cette trajectoire unique soient elles-mêmes uniques. Typiquement, si on faisait l'enquête maintenant, quelqu'un lèverait la main en disant « Mais bien sûr, Madagascar, je sais pourquoi ça ne marche pas, c'est la corruption généralisée ». Très bien, la corruption généralisée, personne ne doutera qu'à Madagascar, elle est importante. Maintenant, la question, c'est
La corruption à Madagascar, elle est plus forte qu'au Bénin, elle est plus forte qu'au Cameroun, elle est plus forte qu'en RDC ou qu'en Somalie. Et donc voilà, il nous faut trouver des causes uniques à une trajectoire unique, donc il faut garder systématiquement ça en perspective. Voilà. Donc, maintenant que j'ai posé le mystère malgache, l'énigme et le paradoxe, qu'est-ce qu'on a fait légitimement? On a essayé de chercher toutes les théories du développement, les anciennes et les modernes, pour essayer de s'expliquer cette spécificité malgache. L'économie, on ne trouve rien. L'économie, le capital, le travail, le progrès technique, dans tous les cas, Madagascar est plutôt bien placé par rapport aux pays comparables. On a pris les pays du continent africain à côté pour tout un tas de raisons qui paraissaient les plus comparables. On a regardé aussi les pays d'Asie. Si je prends par exemple le capital humain, le travail, Madagascar a des gens plutôt qualifiés qui travaillent sous forme de salariés dans des entreprises franches, ce que n'arrive pas à obtenir un certain nombre d'autres pays. Alors pas l'économie au sens strict, les circonstances, l'histoire, la géographie, à nouveau, Madagascar est plutôt bien doté. Un pays, une langue, une culture, pas d'ennemis aux frontières, une géographie diversifiée, il y a tout. Tout pousse à Madagascar. Voilà, donc un État aussi, un État qui s'est construit avant la colonisation, tout un tas de facteurs qui font que Madagascar est plutôt bien placé du point de vue des circonstances. Les politiques économiques, souvent on dit ah bah oui, il y a eu le général rouge, Ratsiraka, le socialiste, cruel et sanguinaire. Quand on regarde les politiques économiques, on s'aperçoit qu'en réalité, il a fait des politiques qui n'étaient pas si différentes fondamentalement de ce qu'on fait dans le bord totalement opposé du point de vue idéologique, Houphouët-Boigny ou Mobutu. Hein, le cycle, l'ajustement structurel, la substitution d'importation, bref, toutes ces politiques ont été menées à des degrés divers et donc pas de spécificité extraordinaire malgache. La gouvernance, telles qu'elles sont mesurées dans les bases de données internationales, Madagascar est à nouveau plutôt bien placé. L'ethnicité, c'est le seul exemple que je prendrai ici. L'ethnicité, mis en avant, hein, j'ai parlé de la corruption tout à l'heure, sûrement des gens ici, on dirait, bah oui, on sait très bien, Madagascar, c'est le grand conflit entre les côtiers et les gens des plateaux, les merdes et les autres groupes ethniques, les 17 autres, etc. Alors voilà, instrument et voilà une illustration de ce que peut nous apporter ce système d'enquête qu'on a contribué à créer à Madagascar et au-delà. Et donc on a posé la question à tout un tas de citoyens représentatifs de pays africains. Votre identité à vous, elle est d'abord nationale, vous êtes H, zimbabwéen, zambien, tanzanien, ou vous êtes plutôt de votre groupe ethnique, Merne, Betsileo, et puis les groupes ethniques correspondants dans tous les autres pays, ou un peu des deux, et plutôt ethnie et un peu de national, plutôt national et un peu d'ethnie. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que Madagascar est à un bord extrême, c'est-à-dire que c'est à Madagascar, alors ici avec la Tanzanie, que l'identité nationale, comme pays, est le plus élevé de tous les pays d'Afrique. Tous les autres, l'identité de type ethnique est relativement plus revendiquée qu'à Madagascar. Donc évidemment, en aucun cas, le fait qu'il y ait des divisions ethniques pourrait expliquer que Madagascar diverge, puisque au contraire, on a plutôt des facteurs favorables. Donc là, le mystère s'épaissit puisque j'ai rien expliqué, mais non seulement j'ai rien expliqué, mais en plus, tout ce que j'ai regardé montrait que Madagascar était plutôt mieux doté que d'autres pays. Et le mystère va s'épaissir encore plus, puisque Madagascar a été capable, à différents moments de son histoire, d'avoir des performances quasiment équivalentes à celles des pays développés. Premier exemple, c'est dans le domaine de l'économie. Donc tous les pays du monde, et en particulier les pays d'Afrique, ont un régime de zone franche pour attirer les capitaux internationaux et avoir de la croissance, du développement. Tous ces pays ont des statuts, mais ces zones franches sont vides. Le seul pays d'Afrique, hors l'île Maurice, qui n'est pas comparable, qui a une zone franche dans laquelle il y a des salariés, plus de 100 000, eh bien c'est Madagascar. En dépit du fait qu'il n'y a pas d'infrastructure, l'eau n'arrive pas, etc. Donc Madagascar est capable de remplir sa zone franche. Évidemment, cette dynamique de la zone franche, elle a été à chaque fois, elle a pris des coups de massue avec les crises successives, mais il y a une résilience et Madagascar se relève à chaque fois, et donc c'est exceptionnel. Donc dans le champ économique, une réalisation qu'aucun des pays à côté n'a réussi à faire.
Deuxième champ, le champ bureaucratique. Donc dans le champ bureaucratique, je l'ai dit, il existe un État très ancien à Madagascar. Aujourd'hui, il est clairement en déliquescence, mais malgré tout, ici, vous voyez, donc on a posé en 1995 et régulièrement depuis, quelle était la proportion de la population qui a été victime de la corruption. Ce qu'on observe quand vous regardez la partie entre 2000 et 2004, c'est qu'il y a eu, avec l'accession de Marc Ravalomanana, au début des années 2000, des politiques anti-corruption plus ou moins crédibles, et on a vu, et on voit ici, que ça a eu un impact, puisque la corruption a été divisée par deux, de 16% de la population touchée à 8% de la population touchée. Dernier exemple, dans le champ politique, cette fois, dans le champ démocratique, Madagascar a été le premier pays, avec le Bénin, à connaître ce que les politologues appellent la transition démocratique, caractérisée par une double alternance politique à travers des élections relativement transparentes. Eh bien, Madagascar l'a vécu entre 92 et 96, et le Bénin a fait une trajectoire similaire. Donc Madagascar est capable a des atouts dans les ressources, est capable d'avoir des réalisations exceptionnelles à l'aune des pays comparables, et donc, voilà, donc je me trouve totalement démuni, et voilà, peut-être c'est parce que je suis un économiste, et Jean-Michel, qui est beaucoup plus subtil que nous tous ici, en tant que sociologue, va probablement nous expliquer ce mystère malgache. Merci. De tâches, donc bien entendu, le travail se fait collectivement, économie et sociologie mélangées. Alors, il me revient effectivement la tâche un peu ardue de résumer synthétiquement les principaux éléments de ce qui nous est apparu comme expliquant finalement ce mystère malgache. La nécessité donc de mettre en relation les questions économiques et les questions politiques, ce qui s'appelle faire une économie politique, les acteurs sociaux, les groupes sociaux en présence. Alors, pour commencer la présentation, je montre la façon dont on peut se représenter la structure sociale malgache. Elle se représente de façon assez classique, comme une pyramide, avec jusque-là, il n'y a pas de surprise particulièrement. Tout en haut de la structure sociale malgache, nous avons ce monde des élites dont François a un peu parlé, que nous avons enquêté, qui représente environ 0,1%, même moins que ça. Quel est-il ce monde des élites? C'est l'ensemble des individus qui occupent des postes, des positions de pouvoir dans l'ensemble des sphères de pouvoir possibles à Madagascar qu'on a identifiées, politiques, religieux, administratifs, etc., économiques. Et de ce monde des élites s'extrait à un moment donné le président et son groupe, et qui arrive à attirer souvent une quantité de pouvoir extrêmement importante. Et puis en dessous, mais c'est là une première spécificité malgache, avec une fracture très très importante, et bien le reste de la population. Donc ce monde des élites est très très éloigné, et puis le reste de la population qui se constitue, on pourrait dire, d'une petite classe moyenne, le secteur informel urbain, et puis la grande masse de la population, pas loin de 80%, des ruraux qui sont essentiellement des paysans. Et ce qui va caractériser cette structure sociale, c'est un peu dit sur la diapositive, c'est la fragmentation. La fragmentation, ça veut dire que, effectivement, aussi bien horizontalement que verticalement, eh bien, il y a des défauts de lien, on pourrait dire en quelque sorte. Ce qui explique finalement la stabilité de long terme. Parce que le paradoxe aussi, c'est que, au-delà de l'instabilité chronique politique, et récurrente et certainement qui a l'air de s'accélérer, eh bien, il y a une structure sociale et un mode d'organisation sociopolitique qui perdure dans le temps et qui se reproduit finalement d'une fois à l'autre et d'une crise à l'autre. Et alors, quels sont les facteurs historiques de stabilité de cette société malgache? Eh bien, il y a des facteurs culturels, puis il y a des facteurs politiques. Du côté des dimensions culturelles, la langue. Une seule langue sur l'ensemble du territoire, certes avec des variantes régionales, mais c'est une caractéristique importante de cette société. Deuxième chose, c'est le christianisme, l'adhésion partagée au christianisme, qui est beaucoup plus important que ce que l'on croit, et les enquêtes le révèlent. Là, plus de 70% des individus s'en réclament dans sa diversité. Troisième chose, un élément culturel important, cette valorisation d'un art de vivre ensemble, reposant sur le consensus, l'écoute, l'entraide, etc., qui s'incarne souvent dans la référence permanente au Fiavan sous toutes ses formes.
Et puis, dernier élément qui nous semble important, c'est la résistance dans le temps des classifications hiérarchiques héritées d'un ancien régime qui, finalement, attribue des valeurs inégales aux individus. Des références aux groupes statutaires anciens et des différences interpersonnelles qui perdurent. Des dimensions culturelles, François l'a rappelé, importance pour la stabilité, le sentiment d'identification nationale. Je n'en dis pas plus. Deuxième chose, François l'a aussi rappelé, cette ancienneté de l'organisation administrative et politique, bien avant la colonisation. C'est pas la colonisation qui a fait l'État, il y avait un État malgache antérieur, et il y avait le Fanzakan, qui constitue en quelque sorte une colonne vertébrale très très importante de la société malgache. Et puis le dernier point, c'est ce que l'on a appelé la théologie politique. La théologie politique, c'est quoi? C'est un système de croyances partagé collectivement, qui finalement valorise d'une façon générale le système politique tel qu'il soit, quel qu'il soit. Le roi est mort, vive le roi, et bien quel que soit celui qui gouverne, finalement il est toujours auréolé d'un certain nombre de choses. Alors cette théologie politique, elle repose sur deux piliers essentiels. Le premier, c'est l'identification des gouvernants à des Rayamanjan, c'est-à-dire des parents, ceux qui œuvrent pour leur bien, le bien de leurs administrés, et finalement à qui on s'en remet. Et ça, c'est une spécificité importante aussi. Ces mêmes enquêtes qu'on utilise permettent de comparer les pays les uns par rapport aux autres. Ici, la question est un peu binaire. Est-ce que vous considérez que les gouvernants doivent être comme des employés des gouvernés, c'est-à-dire ils doivent répondre aux demandes des gouvernés, ou au contraire, vous considérez qu'ils sont plutôt des parents? Eh bien, on s'aperçoit là aussi que Madagascar se trouve très très haut de ce point de vue-là, c'est-à-dire la conception d'un État Rayamanjan. Le deuxième pilier de la théologie politique, c'est le tabou de la violence, qui est quelque chose de très caractéristique de la société malgache, de la violence sous toutes ses formes, mais en particulier de la violence politique. Je ne vais pas développer énormément, je pense que Mireille en dira quelques mots après, mais l'usage de la violence fait l'objet, notamment dans le domaine politique, fait l'objet d'un tabou très très important, à tel point que bien souvent, celui qui y a recours, eh bien, ça conduit à sa perte. Alors, je vais présenter brièvement deux groupes dans la pyramide. D'abord, ce monde des élites qu'on a enquêté et sur lesquels on projette donc de faire effectivement un livre. Il a un certain nombre de caractéristiques. Première caractéristique, c'est un tout petit monde. Alors, un tout petit monde, ils sont très peu nombreux, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas seulement ça, le petit monde. Le petit monde, il est marqué par une très forte hérédité sociale. On s'aperçoit que très souvent, les membres des élites sont aussi des descendants d'élites eux-mêmes. Deuxième caractéristique, c'est ce que les sciences politiques ont appelé le chevauchement, c'est-à-dire la tendance de ces membres des élites à occuper plusieurs positions de pouvoir, soit au même moment, dans différentes sphères, religieux, économiques, politiques, soit dans le temps, avec une pérégrination, je passe d'un lieu de pouvoir à un autre lieu de pouvoir. Et puis la troisième caractéristique de ce petit monde, c'est que c'est un monde extrêmement interconnecté. Interconnecté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dans mon téléphone le numéro personnel d'une autre personne haut placée que je peux appeler pour une raison ou pour une autre. Et donc ça, c'est la façon dont nous avons pu reconstituer la question de ce réseau. C'est un peu compliqué ce type d'analyse, hein, mais à gauche, c'est le réseau des élites qui montre qu'il est effectivement très resserré par rapport à un réseau qui serait réparti aléatoirement, en quelque sorte. Ils ont des caractéristiques qui les rendent hors du commun. Ils sont surdiplômés. Le nombre de doctorats, en tout cas revendiqués, il est extrêmement important. Il y a une surreprésentation des descendants d'Anjin. Le groupe statutaire des nobles de l'ancien, du temps de la royauté. Et puis, Anjin ou assimilés. Et puis, leur mode de vie à l'occidental, effectivement, au plus loin du mode de vie des malgaches ordinaires. Deuxième chose, en termes d'organisation, ce monde des élites, au-delà, bien qu'interconnectés, bien que ce soit un petit monde, eh bien, ils sont extrêmement individualisés, avec des principes de distinction interpersonnelle qui prévalent aussi au sein du monde des élites, qui empêchent finalement de mener des coalitions. Et ça, c'est une spécificité malgache. Il n'y a pas, ou très rarement, de véritable coalition d'élites pour une forme d'organisation, sauf lorsqu'il s'agit de faire tomber l'un d'entre eux qui a obtenu un peu trop de pouvoir. La coalition se fait, et puis elle se défait extrêmement rapidement juste après.
Enfin, la caractéristique, c'est un monde qui est extrêmement coupé du reste de la population. Et là aussi, c'est une spécificité malgache. Il n'existe pas, ou plus, en tout cas à Madagascar, de clientélisme de masse, comme il peut en exister ailleurs, tel que ce monde des élites pourrait être relié par différents canaux au reste de la population. Canaux politiques, ethniques, géographiques. Non. L'élitisme des élites, c'est un élitisme entre eux, un élitisme notabilaire d'une certaine façon. Et donc, ils n'ont pas de base. Les élites sont organisées. Non, nous, on maintient le fait que les élites ont bien une stratégie, mais ce sont des stratégies individuelles. Il n'y a pas de véritable organisation qui tienne. Une des preuves, c'est quoi? C'est que Madagascar, vu les atouts de Madagascar, vu la richesse dont Madagascar dispose, pourquoi ces élites n'arrivent pas à se dire on laisse le gâteau s'agrandir et on aura... Puisque si le gâteau grossit et si le pays croît, ils auraient une part, même divisée, beaucoup plus importante, plutôt que de dire je bloque tout, mais je veux tout prendre. Je veux un plus gros morceau du plus petit gâteau, plutôt que d'avoir une part d'un plus gros gâteau. Donc si l'élite était véritablement organisée, elle s'organiserait pour qu'il y ait plus de croissance à Madagascar, ils auraient encore plus normalement. Mais l'élite n'est pas organisée. On a posé la question, d'après vous, quels sont les facteurs principaux de blocage de Madagascar? Et donc là, vous voyez tout au bout, c'est ce qu'ont répondu les citoyens ordinaires, et les autres, il y a la colonne d'à côté, c'est ce qu'ont répondu les élites, et ensuite, suivant les sphères d'élite économiques et politiques. Donc je ne vais pas détailler ce tableau, mais c'est pour aussi répondre à la question endogène versus exogène sur les facteurs de la crise à Madagascar. Donc là, vous voyez... 83% des Malgaches ont répondu que le principal problème, c'était la mauvaise gestion des dirigeants depuis le début, alors que les interventions étrangères, on est à 32% là en bas, ou bien le poids du passé, colonisation, etc., on est à 26%. De manière assez paradoxale et intéressante, c'est que 98,9% des élites répondent que c'est nous-mêmes, enfin, c'est pas nous-mêmes, c'est le gars d'à côté, qui est mon frère ou mon cousin, qui est responsable. Je passe au monde rural. Que peut-on dire de cette masse énorme de population, 80% pas quasiment? Eh bien, c'est une paysannerie parcellaire, pour reprendre le terme de Marx. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont atomisés, le territoire est immense, comme vous le savez tous, hein, avec des enclaves très très importantes, des défaillances routières. Voilà la carte de Madagascar. Voilà le réseau routier d'un pays qui est grand comme la France plus la Belgique, à gauche. Vous comparez avec la France, évidemment, le maillage routier est important, mais on peut même comparer avec la Côte d'Ivoire, où, bien que ne connaissant pas un développement énorme, c'est beaucoup plus important. Et donc, les circulations sont très compliquées. La caractéristique de cette paysannerie, mais qui est aussi liée à la première, c'est qu'elle est non capturée. Non capturée, ça veut dire que finalement, n'est pas capturée véritablement par le système politique. Au-delà de ce qu'on a appelé cette théologie politique, eh bien, finalement, l'État pénètre mal ou très peu dans un certain nombre de campagnes. La décentralisation, c'est très très mal faite ou très peu, et donc finalement on est très très loin très souvent du pouvoir politique. Et puis elle est aussi peu capturée par le système économique, parce que dans plein d'endroits finalement on se débrouille sans, ou quasiment presque sans monnaie, avec autosubsistance, parce que finalement on est un peu en dehors du système. Les capacités de mobilisation sont faibles, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que les corps intermédiaires sont très faibles à Madagascar. Les corps intermédiaires, c'est quoi? Ce seraient les associations, les partis politiques, les chefs traditionnels, tout ce qui permettrait finalement d'avoir un lien entre la base et le haut. Eh bien, ces corps intermédiaires, ils sont extrêmement faibles. Autre caractéristique, c'est les aspirations. Évidemment, les aspirations des populations, elles sont limitées par les capacités de connaissance, ce qu'ils savent du reste du monde, hein, et donc elles ont des aspirations relativement contraintes, mais pas négligeables, on le dira tout à l'heure, et puis un état d'esprit qui est marqué par une certaine forme de fatalisme, d'acceptation, et là aussi on le rencontre facilement. Une des enquêtes que nous avons menées posait la question tout simplement sur la question des inégalités. Comment vous percevez ces inégalités extrêmement importantes à Madagascar? Eh bien, ce que l'on constate dans l'enquête, c'est que les 3/4 trouvent de toute façon qu'on ne peut rien y changer, mais la moitié des gens pensent que c'est normal. C'est le fruit du travail de chacun, c'est le destin, le lahatch. Donc tout ça, ça n'est pas finalement, on ne le remet pas extrêmement en cause.
Alors, il me reste maintenant à réunir un petit peu tout ça, très schématiquement. Hein. Donc, comment comprendre à la fois l'inertie sociale de long terme et puis l'instabilité politique? Bien, ça s'explique à la fois par ces comportements des élites et les comportements des ruraux. Du côté ou du reste de la population. Du côté des élites, eh bien, finalement, les élites, elles sont extrêmement atomisées, on l'a dit, et ce qui prime pour elles, c'est avant tout la stabilité de l'ordre social tel qu'il est, plutôt que la question des inégalités. Ça, c'est des choses aussi que l'on mesure très très clairement. Autre caractéristique, donc, cette tendance, effectivement, cette faiblesse des coalitions, fait que, finalement, la lutte des places, hein, la 10-16, l'emporte finalement sur des investissements de long terme. C'est plutôt des stratégies de court terme que des stratégies d'investissement à long terme. On prend ce qu'on peut prendre, on se débrouille le plus vite, et parce qu'on n'est jamais sûr de pouvoir rester, ce qui, évidemment, provoque cette question d'instabilité politique. Du côté des ruraux, évidemment, le fatalisme, ce tabou de la violence, même s'il se fissure très certainement, hein, les faibles capacités d'organisation, eh bien, ne facilitent pas des mobilisations qui favoriseraient le changement. Mais évidemment, là, on assiste sur le long terme, parce que nos explications sont des explications de très long terme, mais évidemment les choses évoluent dans le temps, et on s'aperçoit qu'il y a une perte de confiance dans les institutions, un affaiblissement de la théologie politique. Tous ces éléments qui assurent la stabilité, certainement, sont peut-être, en tout cas, sont en train de s'effriter sous nos yeux. Vous avez vu le bilan est globalement négatif sur la trajectoire de Madagascar, hein. Et Jean-Michel a bien insisté en fait sur ces facteurs de blocage profond où il y a à la fois une inertie sociale, mais il y a aussi une instabilité politique extrêmement forte. Donc instabilité due à la segmentation sociale, donc une fragmentation à la fois horizontale et verticale, et une inertie qui fait qu'en fait on a une structure sociale qui fige d'une certaine manière la société. François a insisté aussi qu'à côté de ça, il y a quand même des qualités structurelles. Hein. Donc c'est un pays où il y a eu des réalisations véritables, des capacités de transformation. Le principal problème, c'est que en fait, ces transformations ne se maintiennent pas dans la durée. Et en fait, c'est moins les problèmes de relance à Madagascar ou d'éléments pouvant permettre au pays de retrouver le chemin de la croissance qui est problématique. C'est plus le fait de pouvoir maintenir ces transformations et de les consolider dans la durée. Et à côté de ça, il y a la population donc, qui joue un véritable rôle, qui montre de véritables aspirations démocratiques, mais en même temps, jusqu'à présent, en fait, cette population aussi, d'une certaine manière, n'a joué que dans le sens qu'on peut dire entre guillemets négatif, puisque en fait, il a joué surtout dans le sens de force de rappel à chaque fois qu'il y a eu des dérives autoritaires. C'est la population qui a intervenu justement, hein, qu'elle soit manipulée ou instrumentalisée par un certain nombre. L'insatisfaction était véritable et ils étaient là pour, d'une certaine manière, rappeler à l'ordre et ce qui a provoqué la chute des régimes à chaque fois. Je vais vous dire quelques mots sur cet ouvrage-là, donc Madagascar d'une crise l'autre, qui vient s'articuler complètement avec notre ouvrage sur l'énigme et les paradoxes. Sauf que cette fois-ci, en fait, on a une approche qui est globale, qui intègre les différentes dimensions, aussi bien donc, économiques que sociales que politiques, avec la participation cette fois-ci de vraiment différents auteurs. Hein. Il y a 19 auteurs de 6 disciplines, d'horizons disciplinaires très différents. Donc disciplinaires, mais horizons institutionnels aussi différents qui ont participé à cet ouvrage. Donc j'ai pas le temps évidemment de vous présenter l'ensemble de l'ouvrage, mais je vais juste donner quelques éléments, quelques exemples de résultats pour vous montrer à quel point en fait l'ouvrage vient compléter notre analyse et vient s'articuler complètement à notre analyse. Alors je prendrai par exemple le chapitre 3, là, donc, qui est dans le volet économique de l'ouvrage, qui est le chapitre de David Naudet et de Linda Rua, qui essaie d'évaluer en fait l'évolution des finances publiques à Madagascar et de l'aide que reçoit Madagascar. Les auteurs en fait montrent une spirale, la spirale économique dans laquelle Madagascar est engagé, quoi, avec un mécanisme économique dans le pays semble ne pas pouvoir se dégager. Mais in fine, en filigrane, il montre que finalement, c'est peut-être pas Madagascar qui le subit, il y a peut-être justement un certain nombre d'acteurs, dont partie des élites, qui ont intérêt aussi
qui sont derrière et qui notamment fait que Madagascar apparaît, par exemple, parmi beaucoup de pays en développement, comme un pays particulièrement sous-aidé, où l'aide au développement est extrêmement faible. C'est aussi un pays, parmi les pays, où la structure fiscale, le niveau de la fiscalité, est extrêmement limité et dans le temps. Dans le chapitre 9 d'Antonia Witt, qui est politologue, qui analyse en profondeur en fait, la résolution des crises en 2009, et où elle met en avant dans un premier temps tout ce qui est normes, dans la résolution des conflits, justement, avec la participation de différents médiateurs au niveau international. Et donc, au début, quand on lit le chapitre, on voit que Madagascar, finalement, peut-être d'une certaine manière, subit ces pratiques, c'est des normes qui sont imposées au niveau international. Mais in fine, la présentation du chapitre montre en quoi chacun des acteurs en fait, utilisent et détournent à leur gré ces règles pour finalement asseoir encore mieux leur position au niveau du pouvoir. Je prends notre chapitre là sur violence et ordre politique à Madagascar, où là justement on approfondit cette question de tabou de la violence. Alors je n'ai pas le temps de montrer le graphique, mais un graphique qui est assez intéressant, qui présente en fait le paradoxe. Un autre paradoxe selon nous, c'est que Madagascar fait partie des pays, alors peut-être que vous ne le croyez pas, ceux qui connaissent un peu la violence aujourd'hui qui se développe un peu à Madagascar, mais quand on compare à différents pays, notamment comparables, le niveau de la violence, finalement, à Madagascar, reste relativement limité. Comparé à des pays comme Cameroun, enfin, je prends d'autres exemples, mais en tout cas, on a des chiffres précis là-dessus, que malgré tout, la violence, on ne le dit pas, hein, c'est en train de se développer, mais relativement à d'autres pays, ça reste relativement limité. Après, on a posé des questions sur le sentiment d'insécurité. Non pas l'expérience, mais le sentiment. Et on s'est rendu compte que Madagascar apparaît comme un point complètement aberrant, puisque le niveau de sentiment d'insécurité à Madagascar est extrêmement élevé et n'a rien à voir avec le niveau d'expérience effective de la violence. Donc on a bien un paradoxe qu'il faut chercher à expliquer. Et notre explication, justement, c'est qu'il y a une élite qui est faiblement organisée, qui se sent en insécurité finalement. Elle n'est pas organisée, elle n'a pas véritablement d'assises populaires, donc elle se sent en insécurité. De l'autre côté, la population, elle est aussi atomisée. L'État n'est pas là pour protéger la population, ils se sont aussi en insécurité. Donc on a ce sentiment d'insécurité globale qui pousse chacun, et au niveau des élites, ça les pousse à contrôler encore plus, à essayer de maintenir encore plus cet ordre établi. Et du côté de la population, finalement, ils sont sous cette domination, ce contrôle qui fait qu'il ne faut pas trop bouger les choses, et sous aussi cette norme sociale du Fiavan, qui en fait maintient cette idée d'une fiction, d'une société harmonieuse et égalitaire, alors que la société n'est absolument pas égalitaire. Et tout ça fait qu'il y a un sentiment d'insécurité qui finalement fige la société, empêche, mais en même temps qui la rend aussi très instable, parce qu'il suffit de quelques personnes qui sont capables de mobiliser la violence, arrivent à mobiliser quelques personnes pour créer de l'instabilité, et tout de suite le régime chute, parce qu'il y a ce tabou de la violence. Alors, pour parler des perspectives, pour finir très rapidement, selon nous, on est aujourd'hui dans un système où on a 3 voies possibles. Ce qu'on appelle le chaos, un système chaos véritable, ou la restauration élitaire, ou une possibilité de restauration démocratique. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, avec la violence physique et politique qui se développe, il y a une spirale de déliquescence des institutions, avec la corruption qui se développe de plus en plus. Il y a aussi les activités illicites, avec les ressources notamment minières qui viennent d'être découvertes récemment. Il y a une dégradation économique qui continue avec les crises qui sont très récurrentes. Il y a aussi le problème écologique et il y a un délitement du lien social. Donc il y a une véritable situation de chaos qui est possible. Tous les ressorts de la crise, des différentes crises précédentes, sont encore présentes pour qu'il y ait une nouvelle crise. Et donc cette année 2018, c'est une année électorale. Et il se trouve que ce qu'on a établi il y a un an maintenant, à peu près un an, se produit actuellement, parce que depuis à peu près un mois, en fait, à Madagascar, il y a une nouvelle crise politique, et avec exactement les mêmes ingrédients qui sont en train de se produire. Alors, on ne sait pas encore l'issue pour l'instant.
Mais c'est bien une illustration que, petit à petit, le pays tombe et les crises récurrentes, on est bien dans ces schémas dont on n'est pas du tout sorti pour l'instant. Alors, il y a les possibilités de sortie par le haut, et donc selon nous, il y a deux autres configurations possibles. Donc la première, c'est ce qu'on appelle, nous, la restauration élitaire. Donc ce serait en fait le schéma où les élites arriveraient à se coaliser, à véritablement s'organiser pour verrouiller le système. Ils arriveraient à mettre en place en fait un système de clientélisme pour asseoir leur pouvoir, avec un accès limité donc, aux rentes. Et cela pourrait aboutir à une forme de stabilité, mais jusqu'à quand? Donc la question reste posée, dans l'absence notamment de contre-pouvoir, etc. Et évidemment, dans ce cas-là, cela signifie l'abandon total de la démocratie, dans un pays où, à Madagascar, où on a vu qu'il y a une véritable aspiration de la population pour jouer leur rôle de citoyen. Évidemment, on peut se poser la question si c'est possible. Le dernier scénario possible, selon nous, c'est un scénario qui serait plus difficile à mettre en place, qui est évidemment en notre faveur et qui nécessite évidemment du temps, mais ce serait le schéma de reconstruction démocratique qui se baserait sur cette aspiration forte de la population de jouer véritablement leur rôle. C'est possible à Madagascar parce qu'on a insisté justement sur le fait que Madagascar constitue un système hybride où le système n'est pas complètement verrouillé, justement au niveau des élites. Les élites ne sont pas organisées, donc il y a quand même des moyens pour que la population puisse jouer leur rôle. D'ailleurs, les crises montrent que la population peut jouer un rôle. Et dans ce sens-là, la population aurait plus de voix, il y aurait une consolidation de la démocratie, et il faudrait, dans ce sens-là, qu'il y ait des corps intermédiaires qui soient plus organisés et que des institutions citoyennes se consolident. Pour conclure, il y a un risque aujourd'hui, et on entend souvent, vu la situation actuelle, et vu que on est justement dans une année électorale, tous les candidats et les futurs candidats vont évidemment se présenter comme l'homme providentiel. Et au niveau de la population aussi, vu la gravité de la situation, beaucoup se disent on ne peut plus espérer qu'un miracle, donc qu'il y ait un homme providentiel qui vienne, qui puisse résoudre la situation. Ce n'est pas une question d'homme, justement, selon nous, c'est une question de véritable structure, de système, qui fait que on ne changera pas juste avec une personne à la tête du pays. Alors donc, selon nous, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la construction de contre-pouvoirs et essayer progressivement, c'est une œuvre de longue haleine évidemment, de renforcer les corps intermédiaires. Alors, piste à notre échelle, pour donner un peu quelques éléments pratiques. Donc nous, en tant que scientifiques et citoyens engagés, nous avons choisi d'investir en fait suivant trois directions. Donc amener toujours, c'est ce qu'on vient faire ici d'ailleurs, des connaissances, produire des connaissances pour venir éclairer le débat. Et en éclairant le débat, justement, on espère participer à cette construction des corps intermédiaires, donc renforcer la société civile. Investir évidemment au niveau de la formation aussi, pour renforcer aussi les différents, aussi bien au niveau académique d'ailleurs que plus largement tous les au niveau associatif, au niveau des sociétés civiles, etc. Et enfin, la dernière chose, c'est que il nous semble extrêmement important d'essayer de favoriser la mise en place d'espaces de dialogue institutionnalisés qui puissent justement relier la base au sommet, pour permettre que cet énorme clivage entre les élites et la population puisse être résorbé.